pendant des années, j'ai pu expérimenter les états de conscience, non ordinaires, sans substance. Et un jour, j'étais proche, voilà, de mes 50 ans, j'ai pu, vivre un état de conscience modifié, quelque chose, qui m'a permis de me connecter à vraiment plus grand que moi. Je me suis dit que pour traiter les traumas, il y avait, une voie qui était extrêmement, puissante. Et ce que relatent les patients par rapport à un vécu, sous kétamine, par rapport à d'autres substances, c'est qu'il y a effectivement ce côté légèreté. Le corps devient agréable, c'est-à-dire devient léger, il y a plus de douleur, mais ils ont toujours cette capacité à penser aussi rapidement et puis à naviguer, que ce soit dans le temps et l'espace. Les états qui sont vécus, c'est des états qui sont dans les personnes. Ils sont en nous, en fait. Si on les atteint, ils existent, ils sont réels. Parce que souvent, les gens se disent, mais c'est pas réel, j'ai pris une substance. En fait, si, ils sont là. C'est juste qu'on a un moyen de les atteindre. Ce contenu a un objectif purement informatif et éducatif. Il ne constitue en aucun cas une incitation à la consommation de substances illégales, ni un conseil médical. Si vous souffrez de troubles psychologiques ou médicaux, veuillez consulter un professionnel de santé qualifié. Certaines substances évoquées sont légales dans certains pays et illégales dans d'autres. Il est de la responsabilité de chacun de se conformer à la législation en vigueur dans le pays de consommation et de mener ses expériences dans un cadre sécurisé. Bonjour Catherine. Bonjour. Voilà, vraiment ravi de te recevoir sur ce podcast. On est ici à Lausanne, donc en Suisse, sur ton lieu de travail. Je crois que tu habites à Lausanne. Oui. Et donc, tu as eu la gentillesse d'accepter cette invitation. Alors, on s'est rencontrés il y a quelques mois en Belgique, à un congrès sur les psychédéliques en Belgique. Et quand tu as fait ta présentation, en fait, tout de suite, je me suis dit que il fallait absolument qu'on se parle. Tu avais aussi ton livre qui allait sortir à ce moment-là, que j'ai lu. Et à la lecture du livre, je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à se parler sur le podcast parce que voilà, je pense que tu as beaucoup de choses à partager qui peuvent être vraiment intéressantes pour les personnes qui suivent ce podcast. Voilà un petit peu pour le préambule. Ce que je voulais te proposer pour démarrer, c'est qu'on livre une vulnérabilité. Alors c'est voilà, j'ai remarqué dans les retraites, dans les discussions souvent que quand on démarre la discussion par une vulnérabilité, heu, on s'ouvre, on ouvre un peu son cœur et puis ça permet d'aller après dans une discussion peut-être un petit peu plus profonde, un petit peu moins superficielle. Voilà, d'où l'idée de démarrer avec ça. Donc si tu es d'accord, on peut livrer quelque chose qui serait quelque chose qu'on aurait tendance à dire à un ami, mais pas forcément à tout le monde. Et puis je vais commencer par moi, ça te donnera une idée. Heu, alors voilà, c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie, aujourd'hui autour de ce podcast, autour de la retraite que j'ai créée. J'ai un élan en fait qui est très, très fort, que j'ai tendance à mettre sur le compte de, mon côté lumineux, on va dire, hein, donc de cette, de l'envie de partager, l'envie de oui, je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment changer en profondeur les personnes, qui peut même changer le monde. Pour moi, ce sont des substances qui peuvent vraiment changer le monde et donc je tendance à mettre ça sur mon côté, lumineux. Maintenant, on a tous des côtés sombres. J'ai bien sûr des côtés sombres et c'est par les côtés sombres que je suis arrivé peut-être à un moment aussi à ce côté, à l'expression de ce côté, lumineux et donc il y a toujours une petite inquiétude en moi qui me dit: «Est-ce que, dans ce que je fais, cette énergie, est-ce qu'il n'y a pas toujours un petit peu de sombre, de, de poursuite de quelque chose qui serait pas que de la lumière?» Et en même temps, j'ai pas du tout accès à ça, c'est-à-dire que je n'arrive pas à voir ça. Donc mais j'ai toujours cette petite inquiétude en fond qui est de dire: «Est-ce que c'est l'envie de notoriété?» Alors je pense pas. Est-ce que c'est, voilà, mais j'ai pas la réponse. C'est juste une petite interrogation que j'avais juste avant le podcast et voilà, peut-être un jour j'aurai de là une réponse, peut-être pas, mais voilà ce que je voulais partager. Alors tu voulais une, vulnérabilité. Si tu veux, pas obligé. Hem, alors j'en parle du reste, hein, dans le livre, hein. Je dis que pendant des années, j'ai pu expérimenter les états de conscience, non ordinaires, sans substance, par exemple, par le yoga, la respiration, le jeûne thérapeutique, la méditation, voilà, toutes sortes de retraites, les bains sonores. Et un jour, j'étais proche, voilà, de mes 50 ans, j'ai pu, vivre un état de conscience modifié, encadré par des thérapeutes. Et là, je dois dire que j'ai vécu quelque chose qui était, très différent, de ce que j'avais vécu auparavant, d'extrêmement puissant.
quelque chose, qui m'a permis de me connecter à vraiment plus grand que moi. Je pourrais le détailler par la suite, hein. Et là, je j'ai réalisé qu'il y avait encore une autre dimension, qui m'attendait dans ce monde-là et aussi dans la relation que je vivais au sein de mon couple. Donc c'était une période qui était, alors pas évidente, dans mon couple, mais voilà, je suis en couple depuis plus de 20 ans et comme, beaucoup de personnes qui vivent des couples de longue durée, bah, il y a des moments qui sont pas faciles, hein, parce qu'on voit ressurgir des traumas. Et là, quand j'ai pu vivre ce que j'ai vécu, je me suis dit que pour traiter les traumas, il y avait, une voie qui était extrêmement, puissante et j'en parle du reste, dans le livre donc. Pour ma part, ça a été une découverte, autant pour, ma pratique clinique que pour, moi-même et je me réjouis effectivement de partager avec toi et avec les auditeurs. Merci Catherine, merci pour ce partage. Alors, est-ce que je peux te demander maintenant de te présenter simplement? Comment tu décrirais aujourd'hui, tu décrirais ton activité? Alors, je travaille comme psychiatre, psychothérapeute dans les Hauts de Lausanne. Maintenant ça fait depuis, plus de 20 ans que je suis dans le champ de la psychiatrie, psychothérapie. Il faut dire que j'ai eu un autre métier avant. Je travaillais dans le domaine administratif et j'ai étudié la médecine, au moment où les autres, étudiants terminent, hein, les études de médecine. Je me suis spécialisée en psychiatrie en Suisse. Ce qui est particulier, c'est qu'on a la double formation. Donc il y a la partie, psychiatrie, donc savoir exclure un diagnostic somatique, poser un diagnostic, poser l'indication à un traitement, connaître les différents traitements existants, qu'ils soient, chimiques ou psychothérapeutiques et puis pratiquer la psychothérapie, c'est-à-dire soigner par la parole et par le lien, par la relation et je dirais que c'est la partie qui est, presque la plus longue et la plus, complexe, et la plus intéressante, je dirais, dans notre pratique. J'aime bien le préciser parce que c'est, une, partie qui n'est peut-être pas obligatoire ou qui n'est pas forcément pratiquée dans les pays voisins. Et on peut être psychiatre sans être psychothérapeute en France. Tandis qu'en Suisse, on a, forcément, on va dire l'obligation de se former à ces 2 parties-là. Donc, il y a cette activité que j'ai depuis plus de 20 ans. Je me suis spécialisée dans les psychothérapies dites, systémiques. Donc on s'intéresse au contexte de l'individu, à la culture, sa famille, son contexte professionnel. Et puis, j'ai fait d'autres formations, que ce soit en hypnose, en thérapie de couple et de famille, en sexologie. Puis maintenant, ça fait depuis, 6-7 ans que je suis dans le champ des, thérapies dites, psychédéliques. J'aime beaucoup travailler, avec la kétamine. Après on discutera du fait que ce soit un psychédélique classique ou pas. Mais, en plus des autres substances, j'aime beaucoup travailler avec la kétamine. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce cursus double, hein, que vous avez ici en Suisse, qui effectivement est pas je sais qu'en France, c'est pas le cas, par exemple, c'est séparé et c'est un vrai plus, je trouve, hein. On parlera des plus de la Suisse justement, par rapport à l'usage des médecines psychédéliques, qui est enfin, c'est la Suisse, c'est quand même le pays, pour moi pionnier au monde dans, la mise en place des thérapies psychédéliques à un niveau médical, hein. C'est quand même, une exception incroyable, hein et magnifique et ce double cursus, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi. Heu, alors avant de commencer à parler de ton expérience et de ton livre, est-ce que, est-ce que tu as vécu dans ta vie, un point de bascule que tu auras envie de partager? C'est-à-dire un moment qui a été un moment où, bah, ta vie a changé. Tu es passé d'un ancien modèle à un nouveau modèle. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Et voilà, un moment comme ça, alors on en a quelquefois plusieurs. Est-ce qu'il y en a un que tu, serais prête à partager? Alors, il y en a eu tellement, mais, alors lequel est-ce que je pourrais partager? Alors, déjà le moment où j'ai quitté, mon pays natal, la Corée du Sud, à l'âge de 6 ans, je suis arrivée par adoption en Suisse. Là, ça a été un point de bascule parce que j'ai perdu mes parents biologiques, j'ai changé de culture, et j'ai démarré une nouvelle vie. Donc là, c'était un point de bascule, important. Il y en a eu d'autres. Il y a le moment où j'ai aussi changé de métier, où j'ai commencé les études de médecine.
le moment où j'ai découvert, voilà, les états de conscience modifiés avec substance, donc il y en aurait tellement dont on pourrait parler. Mais à chaque fois, ça a été des moments qui étaient, intenses et riches en enseignements et je pense que, c'était des moments qui étaient essentiels parce que je pense qu'en tant que, psychiatre, psychothérapeute, il y a une part de notre apprentissage qui se fait pendant les études, mais je pense que la plus grande partie se fait, dans la vie de tous les jours. Mmh. Par exemple, au moment où j'ai, fondé une famille, alors j'étais déjà thérapeute de couple et de famille, mais je dirais que la plupart de ce que j'ai appris, c'est dans la vie de tous les jours. Mmh. D'accord. Et est-ce qu'il y a une expérience, parce qu'on commence à parler d'expérience, d'état modifié de conscience, avec ou sans substance. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui aurait été décisive pour toi? Alors, c'est vrai que, j'aime bien parler de la première expérience que j'ai eue où, c'était quelque chose qui était, beaucoup plus puissant. Au bout de 10-15 minutes, vous sentez cet, allègement au niveau du corps. C'est comme si, il y avait ce sentiment de flotter, cette, légèreté, cette, absence de tension et puis le fait que, les pensées puissent, défiler très rapidement, que l'on puisse, en tout cas, il m'était possible de retrouver des souvenirs, extrêmement anciens, notamment des images de mon enfance. J'ai pu revoir avec grande précision l'appartement dans lequel j'avais grandi étant enfant, revoir, ma mère, et à ce moment-là, quand je l'ai revue, elle avait l'âge, probablement l'âge que je dois avoir aujourd'hui et je me suis vue étant enfant, et ce qui a été assez incroyable, c'est que j'ai pu me mettre dans son corps et ressentir ce qu'elle avait comme, émotion, ce qu'elle ressentait à l'époque face à nous. Donc une femme qui a adopté, 2 enfants qui venaient de Corée du Sud, qui a continué à travailler comme enseignante et je la sentais extrêmement stressée. Ce qui m'a permis de comprendre pourquoi ça a été aussi difficile par moments avec elle. Il y a eu des moments, difficiles avec ma mère, parce qu'elle était peut-être pas aussi attentive que je l'aurais voulu et j'ai pu en une fraction de seconde ressentir ce qu'elle vivait à l'époque et avoir une forme d'empathie extrême, hein, par rapport à elle et ressentir un grand amour. Donc de pouvoir, vivre ce que les gens vivent, et tout ceci avec amour, c'est extrêmement réparateur. Je me souviens aussi de ce voyage où, dans le même voyage, hein, j'ai pu, flotter, voler ou nager, hein. Il y a ce mélange-là, hein. C'est ce que disent aussi beaucoup de patients. C'est plus si on nage ou si on vole, puis on est pris comme ça d'une sorte de grand bain d'amour, de légèreté, de douceur, et quelque chose d'extrêmement, réparateur, de quelque chose qui permet de se connecter à beaucoup plus grand que soi et de voir le monde d'en haut. Donc tout ce que j'avais vécu lors de ce voyage qui était, fondateur, j'ai eu envie après coup de le modéliser et de pouvoir, soigner mes patients de cette façon-là. Alors si on en vient justement donc à la kétamine, à ton expertise, donc je montre ton livre qui est sorti il y a quelques semaines en fait, hein, de Oui, c'était fin novembre, ah c'était l'année fin novembre, passée. oui, quelques Oui, mois. Voilà, qui est un livre vraiment, passionnant, hein. Moi je l'ai, lu, ça se lit très, très facilement et rapidement parce qu'en fait, c'est ce que je te disais, en fait, tu as mis beaucoup, beaucoup d'exemples, de ce qui a pu se produire pour tes patients et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, ben, l'expérience psychédélique et l'expérience kétamine donc aussi, hein, j'imagine, je connais moins la kétamine, hein, enfin, on en parlera, mais c'est une expérience qui est très différente d'une personne à l'autre. Il y a pas une expérience qui ressemble à une autre souvent et puis même pour la même personne, chaque voyage peut être très différent. Donc je trouve que donner des exemples, c'est bien parce que, bah, ça permet de faire face à cette variété et puis d'éviter que les personnes aussi s'accrochent à un modèle en se disant: «Si je fais l'expérience, je vais vivre ça absolument», quoi. Que ça crée des attentes parfois qui peuvent être un peu, contre-productives. Donc je trouve que vraiment, pour ça, le livre est vraiment, vraiment intéressant. Tu as en plus, mélangé, c'est-à-dire mis des parties avec, des parties plus théoriques sur l'explication de ce que c'est que la kétamine, de ce qu'elle apporte, il y a des parties sur les dosages utilisés, les méthodes d'administration sublinguale, intraveineux et cetera
et ça, c'est alterné avec des témoignages de patients. Ce qui fait que la lecture est vraiment très agréable, hein, et c'est un livre qui se lit facilement en quelques jours, voilà, donc et moi, j'ai appris plein de choses sur la kétamine que je connais moins bien effectivement que les autres, psychédéliques. Ce qui m'amène une question, alors justement en lien avec ce livre, comme je savais que j'allais te rencontrer, je connaissais pas la kétamine, je me suis dit: «Il faut que j'ai une expérience kétamine», hein. Donc j'ai fait l'expérience kétamine, légalement et dans un endroit sécurisé, hein. Je J'invite tous ceux qui nous écoutent toujours à faire ça, hein. On ne le répétera jamais assez, c'est important de faire les choses légalement et dans un cadre sécurisé parce que c'est des expériences qui sont intenses et voilà, qui peuvent produire des effets incroyables, mais quelquefois on peut passer par des chemins qui sont un peu tortueux et un peu délicats. Donc voilà, donc j'ai trouvé une occasion de le faire dans ce contexte-là et donc j'ai fait mon expérience kétamine, il y a pas très longtemps et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'effectivement, on met souvent la kétamine à part des psychédéliques, en parlant de cet effet de dissociation, par exemple. Bah, pour moi, en l'occurrence, voilà encore un exemple, bah, ça a été une expérience assez psychédélique et j'ai pas vu trop de différence et j'ai pas eu trop ce sentiment de dissociation, en fait. J'ai vraiment eu un sentiment de voilà, j'ai eu une compréhension d'un pattern que j'avais, pas un trauma, mais un pattern, en fait, que j'avais inconscient qui s'est révélé, en fait. Je me suis dit: «Ah bah oui, en fait, j'ai compris». Quelque chose qui m'avait, animé et qui m'avait fait faire des choses pendant des années, par rapport à quelque chose de transgénérationnel, en fait, hein, une imitation d'un pattern que j'avais vu, ressenti, dans ma famille, de mon père et donc j'ai trouvé que c'était vraiment, intéressant et très psychédélique finalement. Donc voilà, c'était ma première question, c'est en quoi la kétamine, est différente des autres psychédéliques? Est-ce qu'elle est si différente que ça? Et par quoi elle est différente? Alors, de façon générale, je dirais que toutes ces substances-là, donc celles qu'on avait évoquées auparavant, la MDMA, la psilocybine, le LSD, ont des effets différents, très différents, hein. Alors, je dirais que, ce que relatent les patients par rapport à un vécu, sous kétamine, par rapport à d'autres substances, c'est qu'il y a effectivement tu disais que tu avais peu vécu ce côté dissociatif, mais la plupart du temps, c'est ce qu'ils relatent, hein. C'est, ce côté légèreté. Donc, il y a beaucoup de patients qu'on voit en cabinet psychiatrique qui ont des problématiques, somatiques de toutes sortes, hein, des, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, douleurs chroniques, et qui disent: «Mais, le corps devient agréable, c'est-à-dire devient léger, il y a plus de douleur», mais ils ont toujours cette capacité à penser aussi rapidement et puis, à naviguer, que ce soit dans le temps et l'espace. Donc il y a cet aspect-là. Il y a il y a aussi cet aspect, ce que les personnes relatent souvent, qu'il y a un effet un petit peu, je dis souvent MDMA-like, c'est-à-dire semblable à la MDMA, où on a un peu cette, ouverture du cœur. Alors ça ne veut pas dire que tous les voyages avec la kétamine sont agréables, hein. Il y a des personnes qui, se reconnectent, d'une certaine façon à leur, corps, des personnes qui ont été très coupées de leur corps pour de bonnes raisons. Je me souviens notamment d'une des personnes qui témoigne dans l'ouvrage, hein, un homme, d'une septantaine d'années qui parle, d'anciens abus, puis on comprend qu'il lui faut plusieurs voyages pour se reconnecter à son corps et que c'est assez douloureux. Alors que la kétamine est un anesthésique, il dit qu'il ressent des douleurs durant ce voyage et contrairement à la majorité des patients, je le vois pendant la séance bouger, hein. Il bouge, des bras, des jambes et petit à petit, il devient de plus en plus calme et il peut intégrer ces différentes parties, traumatiques, à son histoire, hein. Donc oui, on parlait de plusieurs différences, hein, cette, dissociation, ce côté aussi un peu ouverture du cœur, qui est, peut-être, moins présent, je dirais, plus présent avec la MDMA, mais moins présent avec la psilocybine, par exemple. Il y a ce côté aussi, l'impression de, comment dire? De flotter. C'est-à-dire, alors pas seulement physiquement, mais les gens disent très souvent qu'ils sont projetés dans l'univers. Ils se retrouvent dans les étoiles. C'est assez amusant, hein. Qu'ils sont en train de naviguer dans quelque chose de cosmique. Donc voilà quelques-unes des différences. Après, c'est vrai qu'il y a, chez certaines catégories, mettons, de personnes, alors peut-être certains scientifiques qui diraient: «La kétamine n'agit pas sur les mêmes récepteurs que la psilocybine, donc on ne peut pas le classer parmi les, psychédéliques classiques». OK, alors c'est un psychédélique qui est plutôt atypique. Mais comme tu le dis, effectivement, dans le vécu, dans ce que racontent les patients, on est dans des effets plutôt, psychédéliques, hein. Mmh. Et la durée aussi qui est plus courte.
Oui, la durée effectivement plus courte. On a typiquement si on appelle la séance sous kétamine le voyage, un voyage qui peut faire, entre 1 heure et quart, on va dire, 1 heure et demie à peu près, voire 2 heures. Après, il est possible de prolonger le voyage avec des prises supplémentaires, mais c'est peut-être pas ce qui est forcément, recherché, ou c'est peut-être pas la façon de travailler en cabinet, hein. Mais voilà, effectivement, un voyage, qui peut être plus court, un voyage, mettons, avec la psilocybine, où on doit réserver environ 6 heures, hein, pour le patient, pour le garder en cabinet. C'est ça? Plus court et donc moins cher. Moins cher, plus Oui. adapté finalement à une séance de thérapie classique. Oui, oui, alors ça, c'est un élément important, hein, le coût. C'est vrai qu'une partie est remboursée, par les assurances maladie, puis une autre partie doit être, payée par le patient, c'est juste. Mmh, d'accord. Alors justement, comment ça fonctionne aujourd'hui en Suisse, pour quelqu'un qui aurait envie de faire des séances, kétamine ou d'autres psychédéliques? Puisqu'aujourd'hui, c'est possible en fait. Toi, tu peux Mmh. prescrire des séances kétamine, mais aussi avec d'autres psychédéliques. C'est quoi le parcours en fait? C'est quoi les cases à cocher? Est-ce qu'un Français, par exemple, qui voudrait, faire ça, qui est résident en France, il peut le faire? Quelles sont les contraintes en fait pour accéder à ce type de séance? Alors déjà, il faut qu'il y ait une indication clinique, c'est-à-dire que, tout le monde ne peut pas, parce qu'il en a envie, faire ce type de séance. En général, c'est des personnes qui ont des dépressions, mettons dites chroniques, c'est-à-dire depuis un certain temps, et on a déjà essayé, 2-3 voire plus de traitements antidépresseurs ou d'autres traitements en lien avec la dépression. Ça peut être des personnes qui ont des problématiques de dépendance, de douleurs chroniques, voilà, des psychotraumas. Donc il y a une indication clinique. Il y a le fait que, la personne a, un suivi. C'est ce que je conseillerais, c'est important qu'elle ait déjà un suivi en cours. C'est pas juste quelqu'un qui vient et qui voudrait faire une séance, mettons avec la kétamine et qui repartirait. C'est important d'avoir un suivi psychothérapeutique et un bon lien avec son thérapeute. Pour la kétamine, les au niveau, des prérequis, c'est un petit peu plus léger parce qu'on n'a pas besoin de faire une demande d'autorisation spéciale auprès de l'Office fédéral de la santé publique. Donc, ce qui est le cas pour la MDMA, la psilocybine et le LSD. Il faut avoir tout un dossier administratif, demander une autorisation, et puis après on peut avoir un refus ou une acceptation, et si on a une acceptation, on doit commander la substance dans une pharmacie spéciale, et le patient doit payer donc de sa poche la substance, ainsi que les heures d'encadrement qui ne sont pas, la partie qui ne serait pas remboursée par l'assurance maladie. D'accord. Et Donc puis ça, puis ils ont un aussi une oui, un chose. résident suisse, mais Oui. par exemple un résident d'un autre pays, est-ce qu'il peut venir te voir? S'il remplit ces conditions de dossier? Pour l'instant, les traitements, pour lesquels une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique est requise, donc la MDMA, la psilocybine, le LSD, donc c'est des traitements qui sont réservés aux personnes domiciliées en Suisse. Maintenant, pour la kétamine, on a vu, hein, qu'il y avait des effets, psychédéliques, il y a pas cette contrainte-là. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si je pousserais les personnes, à venir de l'étranger parce que, bah, comme on en parlait au début, l'importance de la psychothérapie, du fait que la personne soit engagée déjà dans un traitement et qu'elle puisse être suivie pendant et après pour les séances d'intégration. Parce que finalement, on voit bien que dans ces thérapies-là, la substance est mettons un plus, quelque chose qui permet d'aller un peu plus loin, mais dans une démarche qui est déjà en cours. Et que vraiment le centre de la thérapie, c'est la psychothérapie. Mmh. D'ailleurs, si on parle bien de psychothérapie assistée par psychédélique. Exactement, oui. D'accord. Alors, par rapport aux différentes substances que finalement tu es en droit d'utiliser, puisque c'est légal ici en Suisse, on je comprends qu'effectivement il y a des substances qui sont un peu plus lourdes par rapport à l'obtention d'autorisation. Mais est-ce que, tu vois des indications différentes? C'est-à-dire, est-ce que par rapport à quelqu'un qui vient, si tu dois choisir, entre la kétamine, le LSD, la psilocybine, la MDMA, c'est quoi les critères en fait que tu vas, prendre en compte pour, faire ce choix? Est-ce qu'il y a des substances qui sont plus adaptées à certaines situations que d'autres? Oui. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Je dirais que dans le fond, ce dont il faut tenir compte, c'est déjà l'expérience antérieure de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience étant jeune, mettons avec la psilocybine, je vais pas forcément insister pour, travailler avec la psilocybine. Mais je dirais que alors il y a l'expérience personnelle, il y a le fait que la personne, ait déjà connu ces états-là ou pas,
et puis, c'est pas rare que je recommande aux patients de déjà faire des expériences sans substance, par la respiration, la méditation, l'hypnose, l'MDR par exemple, hein. Et puis je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine, gradation. C'est-à-dire que alors ça ne veut pas dire qu'il y a des substances qui sont plus fortes que d'autres, mais, la kétamine ayant un effet plus court, j'aime bien commencer par celle-là. Et très souvent, on se rend compte qu'il y a pas besoin d'aller plus loin. Il y a des personnes qui font plusieurs séances avec la kétamine, qui avancent, très bien, mais comme on le voit dans l'ouvrage, hein, les personnes qui font, 1-2 séances, qui ont tellement avancé que, même elles désirent avoir un temps d'intégration supplémentaire où elles ont même pas besoin d'aller plus loin. Je me souviens par exemple de cet homme, hein, qui a eu, plusieurs accidents de voiture, qui témoigne dans l'ouvrage, qui après la première donc, quelqu'un qui a eu vraiment un accident 2 accidents de voiture très graves, hein, et qui est extrêmement handicapé et qui après la première séance a eu relate avoir eu une expérience spirituelle tellement forte qu'au moment où je lui dis: «Ben, je pense que, ce serait indiqué de refaire une séance dans quelque temps», me dit: «Mais en fait, on va attendre. Je pense que je passerai une vie à intégrer tous les messages que j'ai reçus, durant ce voyage-là». Donc ce qui dit bien que, voilà, il faut, attendre peut-être, voilà, respecter le temps de chacun. Mmh. Donc pas forcément besoin d'aller plus loin, après il y a des séances kétamine et puis après, si on a envie d'aller plus loin, j'aime bien poursuivre avec la MDMA, si cela s'y prête bien sûr. Si la personne, en a envie, si elle peut aussi, arrêter les antidépresseurs quelque temps, ça c'est aussi une des contraintes avec la MDMA et s'il faut continuer, voir, si on poursuit avec la psilocybine. Mais c'est rare, pour ma part, que je débute, voilà, de suite, par exemple, avec le LSD, qui a une durée d'action assez longue, donc qui est assez contraignante aussi pour ça et qui est, aussi très confrontante. Ce Mmh. qui ne veut pas dire que la kétamine n'est pas confrontante, mais mais quand même, les gens relatent qu'elle est assez douce globalement. Mmh. D'accord, et il y a aussi, je crois, la suicidalité sur laquelle la kétamine est très intéressante par Oui. rapport aux autres substances. Extrêmement intéressante, hein. Il y a, effectivement certains cliniciens qui relatent que c'est un médicament, anti-suicide, rapide. C'est effectivement ce qu'on voit dans les séances, hein. Les patients ont une humeur qui est, augmentée, pendant la séance, sinon en fin de séance et c'est, une humeur qui reste plus élevée pendant plusieurs jours, voire davantage, plusieurs mois même. Et on ne peut pas l'expliquer par l'effet direct de la molécule, hein. Il y a vraiment tout un travail qui se fait sur le traumatisme et sur le plan psychothérapeutique. Mmh. Oui, j'ai noté moi dans mon expérience aussi j'appelle ça, mood enhancer, une amélioration d'humeur, Oui, clairement, sur les jours qu'on suivi, c'était très sensible. oui. Qui arrive aussi avec la psilocybine, mais là, c'était très sensible. Donc il y a ça. Après dans les ce qu'on dit sur la kétamine, souvent, c'est que par contre, il y aurait peut-être des effets, peut-être un risque addictif un peu plus fort qu'avec les autres substances, surtout, psilocybine, enfin les psychédéliques dits traditionnels, Oui, c'est vrai. et un petit risque physique en cas vraiment de consommation excessive. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, ça fait partie effectivement des messages qu'on doit donner aux patients, de dire que le risque de dépendance, est là. Maintenant, il est très faible dans des conditions, de thérapie, donc avec un thérapeute qui mène, hein, cette séance-là, qui encadre. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que, il y a eu un récent positionnement de la Société suisse de médecine des addictions qui dit que, qui soutient ces approches-là, les approches, psychédéliques, que ce soit avec la MDMA, la psilocybine, le LSD, mais aussi la kétamine, pour traiter des dépendances aussi, hein. Mmh. Donc, oui, il y a un petit risque, on en parlait beaucoup par le passé, hein, du risque qu'il y avait aussi avec la MDMA, mais dans le fond, on se rend compte que dans un contexte thérapeutique, le risque est assez faible. Mmh. Oui, contexte thérapeutique supervisé avec un suivi, Oui. thérapie et cetera. Oui, le risque, il est sans doute plus lié aux utilisations, festives, hein, en fait, Oui, de la substance, qui est sans contrôle et dans un but, qui est pas thérapeutique. Mmh. oui. D'accord. Hem, OK, donc ça, c'est les «risques» entre guillemets. Les indications, on en a parlé. Hem
Alors est-ce qu'il y a justement des voyages, de patients, en fait, particulièrement, sans doute à prendre parmi ceux que tu relates dans le livre, qui sont particulièrement intéressants, heu, à nommer au niveau des effets que ça peut produire? Il y en aurait tellement. Alors ils sont tous intéressants. Donc c'est, 20 patients du cabinet qui ont, c'est assez incroyable, hein, qu'au départ je pensais rédiger leur histoire et je me suis rendu compte que, finalement par mon regard de médecin, je déformais leur histoire et puis je les présentais, comme des malades. Et à un moment donné, je me suis dit: «Mais les meilleures personnes pour, parler de leur histoire, c'est eux-mêmes». Qu'à un moment donné, je leur ai demandé de relater leur histoire et c'est assez incroyable parce qu'en 10-15 jours, ils m'ont envoyé leurs textes, alors qui ont été bien sûr, retravaillés, mais ça nous a permis, donc avec l'éditrice, de garder cette poésie et cet élan, cette énergie, qui est différente dans chacun des récits. En fait, chaque histoire amène un éclairage différent, mais en même temps, certains grands principes se recoupent, hein. Cette connexion à plus grand que soi, cette capacité à se voir de l'extérieur, cette capacité aussi à reprendre de l'espoir par rapport à des situations qui sont, très lourdes, hein. Alors je vous parlais déjà de cet homme qui a eu ces 2 accidents de voiture, qui a vraiment qui vit dans un contexte difficile et qui, avec le premier voyage, peut revoir son accident à distance. Il voit cette voiture comme ça qui tourne dans les airs, mais qui est entourée de branchages avec des fleurs. C'est aussi une façon finalement d'amener de la douceur dans cet événement-là et puis de mettre à distance, hein. Mmh. Il y a d'autres histoires, par exemple, ce jeune, hein, Kylian, qui relate combien, il prenait des différentes drogues, dont la kétamine, hein, dans des contextes, festifs et qui a pu, arrêter de consommer, de l'alcool grâce à ces séances. Ce qui est assez incroyable, hein. Il relate que ça l'a vraiment aidé et ça permet aussi de rassurer, beaucoup de patients qui auraient peur d'en devenir dépendants et qui aimeraient traiter, hein, justement leur dépendance et notamment la dépendance à l'alcool qui est tellement répandue, hein. Il y a aussi cette femme qui relate, comment elle peut voir, elle a cette image comme ça de lave qui s'écoule, dans le sable. C'est un peu comme des branches de corail qui se démultiplient et elle dit, à ce moment-là, avoir l'impression qu'il y a des connexions qui se réparent dans son cerveau. Elle relate avoir eu des troubles cognitifs, ou alors, une difficulté à fonctionner en termes de concentration et de mémoire depuis qu'elle a le covid et c'est comme si après avoir fait ce voyage, elle avait des connexions qui se réparaient et c'est des propos qui sont pas rares. Beaucoup de patients disent qu'ils ont l'impression qu'il y a des rebranchements qui se font. Ils arrivent, à mieux penser, à mieux se concentrer après ces séances-là. Donc chacun amène à leur façon un éclairage sur les effets de la kétamine, hein. Mmh. D'accord. Et en termes d'expériences difficiles, parce que la kétamine a une réputation de provoquer moins d'expériences difficiles, par exemple, que, la psilocybine ou le LSD, où la proportion est peut-être un peu plus élevée. Un peu comme la MDMA, puisqu'elle a la réputation d'être «plus facile» entre guillemets. Dans ton expérience, est-ce qu'il y a un taux expérimental, hein, je ne parle pas de données scientifiques, approximatif de, voyages dits, difficiles? Alors moi, je dis pas bad trip parce que bad, c'est une notion, il y a un jugement de valeur. Or, en fait, on se rend compte souvent que les expériences difficiles, sont pas agréables, mais en même temps, elles sont très utiles. Moi, je sais que je vois souvent autour de moi dans la retraite les personnes qui ont les expériences les plus difficiles. Si c'est bien intégré derrière, ça peut être les expériences les plus productives, en fait. Donc ce sont des expériences qui sont positives, même si elles sont difficiles. Mais il n'empêche que bien sûr, c'est toujours difficile de se confronter, on n'a pas envie, hein, c'est pas agréable. Donc est-ce que, tu aurais un taux, approximatif, est-ce que ça a du sens de donner un taux d'ailleurs? Je ne sais pas, sur les expériences, dites, faciles ou agréables et les expériences, désagréables? Alors, je dirais que dans les patients qui ont fait des séances kétamine, il y en a très peu qui m'ont dit, «Oui, c'était une expérience, finalement moyenne, est-ce que je referais?» Alors je me souviens d'une dame qui avait dit qu'elle avait eu mal à la tête jusqu'au soir et puis qu'elle était pas prête à refaire une séance. Maintenant, il y a un biais, dans les patients qui font ces séances chez moi parce que en général, je les connais depuis, un certain temps, voire de nombreuses années et puis on a déjà un très bon lien, et ils sont d'accord d'essayer, de faire une nouvelle expérience. Donc c'est plutôt des patients qui sont déjà bien choisis. Maintenant, oui, des séances qui sont, moins, enthousiastes, comme je vous disais, cette dame qui avait eu mal.
Ou alors, un homme qui s'était confronté, à des choses, mettons des antécédents d'abus et puis, alors est-ce que c'est pour ça que la thérapie s'est arrêtée? Mais je sais pas. Est-ce que c'est dû à la kétamine? Est-ce que c'est dû à autre chose? J'avais déjà l'impression que le lien était déjà beaucoup plus difficile avec lui à construire. Mais c'est très rare. C'est plutôt vraiment c'est très minoritaire, on va dire. La plupart du temps, les gens ont vraiment des bons effets, mais comme je vous dis, il y a un biais, par rapport aux gens que je choisis Mmh. dans mon cabinet. D'accord. Et alors justement, si on prend un peu le protocole finalement sur quelqu'un qui vient te voir et sur lequel potentiellement il y aura une thérapie par kétamine, quel est ton protocole en termes de, séances préparatoires, peut-être séances avec d'autres, méthodes d'état modifié de conscience? Oui. Est-ce que toi, tu pratiques d'autres techniques d'état modifié de conscience ou est-ce que tu envoies les personnes à des confrères, consoeurs? Voilà, déjà au niveau du protocole, comment ça se déroule, de façon générale? Oui. Alors c'est des patients avec lesquels il y a déjà un travail psychothérapeutique en cours, comme je disais, que je connais, depuis un certain temps, c'est-à-dire, plusieurs années, hein, en général. Après certains, je les ai eus peut-être pendant, mettons moins d'une année. C'est aussi possible. Mais en général, globalement, je dirais qu'il faut en tout cas 3 4 séances de préparation centrées sur la kétamine, après avoir déjà fait des séances, mettons, d'hypnose avec eux ou, si je pratique pas, mettons, je pratique pas la respiration holotropique, donc je les envoie, chez un collègue. Donc, des essais de séances, en état de conscience modifié sans substance et puis 3 4 séances spécifiques sur, la kétamine, les attentes, les effets, la mise au courant, hein, du setting, donc l'entraînement, voilà et puis, après, les personnes doivent, déterminer une intention, sur quoi est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va revisiter et puis ils ont une séance, on va travailler donc en tout cas une séance sur cette intention-là et en tout cas une semaine de préparation à domicile avec, une petite modification du régime alimentaire, l'arrêt des toxiques, donc alcool, et tabac principalement et puis les autres drogues, diminuer aussi la consommation de sel, de sucre, mais ça c'est plus, secondaire, mais surtout, l'alcool. Et le jour de la séance, ils arrivent donc, fin prêt, donc ils ont une intention claire, ils se sont préparés, ils ont envoyé cette demande, on va dire, à l'univers pendant en tout cas une semaine, hein. Ils ont aussi fait, davantage, attention à leurs rêves et puis, à leurs pensées au quotidien. Et le jour de la séance, on reformule cette demande. Ils viennent avec un objet symbolique en lien avec cette intention et on part assez vite dans cette, séance. Ils vont s'allonger, prendre, les comprimés de kétamine, donc sous la langue, écouter de la musique et pendant 1 h 15, 1 h 30, ils vont travailler selon ce qu'on a déjà préparé auparavant. Notamment remonter l'échelle du temps, revisiter tel ou tel événement, et voir comment la question qu'ils ont formulée ou l'intention revient dans le voyage. Et après environ 1 h 15, 1 h 30, ils reviennent, on évoque les images qu'ils ont eues, les sensations corporelles, les messages qui leur sont venus et en général, ils sont très clairs par rapport à ce qu'ils ont, reçu comme message et on va déjà commencer à élaborer et commencer cette phase-là dite d'intégration. Mmh. Alors là, quel est le rôle de alors tu en parles dans ton livre, déjà il y a la dose, Oui, donc tu en parles, tu as un petit chapitre sur le sujet en fait, par rapport aux différents types de modes d'administration. Donc toi, tu as choisi le sublingual, les gens partent sur quelle dose en général? alors en général, je donne, entre 120 et 150 milligrammes, donc ça fait 2 comprimés, 1/4 à peu près ou 2 comprimés, 1/2 qui prennent, sous la langue, sachant que par cette voie-là, on a à peu près 25 à 30 qui passent dans la circulation générale et qui sont actifs. Donc on a une dose, qui serait plus proche de ce qu'on appelle, de la dose psycholytique, hein. C'est-à-dire, finalement, on a un relâchement, voilà, au niveau des défenses. Mais on voit que, même avec ce, entre guillemets, «petit dosage», on a des effets psychédéliques, hein. Cette connexion à plus grand que soi, expérience spirituelle, cette capacité à se connecter à d'autres mondes, hein. Donc cette dose-là permet justement de faire un voyage à caractère, psychédélique et aussi, à la personne de bouger. Par exemple, si elle doit tout d'un coup, voilà, se lever, aller aux toilettes, elle peut le faire. Elle est, heu, elle est capable de se lever et de marcher. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a des cas en fait où tu peux être amené à augmenter la dose? Alors tu reparlais de redosage parfois.
Est-ce que c'est pour prolonger l'expérience ou est-ce que c'est parce qu'une personne, finalement serait moins sensible? On sait qu'on a des personnes qui résistent plus ou moins, qui sont plus ou moins sensibles. Alors Est-ce c'est que assez tu rare, c'est rare? oui. C'est-à-dire que ce que j'observe, c'est qu'avec vraiment une bonne préparation, avec des personnes qui viennent, qui se focalisent sur ce travail pendant en tout cas une semaine, qui viennent à jeun, qui sont, qui ont déjà pu entraîner ces états, 2 comprimés, 1/4 et 2 comprimés 1/2, alors en gros, hein, entre 120 et 150 milligrammes en sublingual, ça suffit pour entrer dans ces états. Ouais, c'est ce qu'on constate aussi dans les retraites avec la psilocybine, c'est la même chose. Tout l'effort de préparation, en fait, il permet de travailler avec des doses moindres et d'avoir des expériences plus profondes. Et l'idée, je dirais, avec les séances suivantes, c'est de diminuer les doses pour qu'ils puissent retrouver ces mêmes états par le travail qu'ils feront en dehors des séances. Oui et par la playlist, j'imagine aussi, la musique, hein, qui a un ancrage, quand même, puissant. Alors on dit justement qu'avec alors on sait que dans toutes les expériences psychédéliques, c'est important la musique. L'ayahuasca avec les Icaros, et puis, même toutes les expériences modernes dans les retraites et cetera, c'est souvent avec soit de la musique live, soit des playlists. Mais on dit qu'avec la kétamine, la musique, elle prend une proportion encore plus importante. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Comment tu travailles toi au niveau de la musique? Alors, je dirais que la musique est importante avec, toutes les substances, tous les types de voyages, et puis c'est vrai qu'avec la kétamine, elle est essentielle. Je dirais que dans les premières séances, comme les gens découvrent, hein, ils ont peut-être jamais fait de voyage avec la kétamine, j'aime bien avoir une playlist assez dense, c'est-à-dire des musiques qui s'enchaînent. Pour que s'ils ont à visiter des choses un peu difficiles, qui tournent pas en boucle, hein, comme on peut le voir avec d'autres substances dans les mêmes schémas ou dans les mêmes souvenirs. Donc ils sont entraînés comme ça d'image en image, d'expérience en expérience par la musique. Qu'après par la suite, il peut y avoir davantage de temps de silence. Et puis, en général, ce que la playlist est composée de la façon suivante. Au début, des musiques assez douces, de type méditatif pour que les gens puissent se poser, mais sans que ce soit trop, mettons dissociatif, hein, des musiques relaxantes de type spa. Puis après, petit à petit, on a des musiques qui aident davantage à se dissocier et puis à la fin, les gens reviennent avec des musiques un peu plus toniques. Il y a très peu de voix humaines, je dirais. Bon, il peut y avoir des mantras à la fin, des chants. Mais c'est, voilà, plutôt composé de cette façon-là et c'est intéressant de voir avec la kétamine, hein, les personnes disent que quand la musique s'arrête, quand il y a des pauses, c'est comme si tout d'un coup, les images s'arrêtaient puis au moment où, elle repart, les images arrivent de nouveau, hein. Mmh. C'est assez étonnant. Mmh. Oui, c'est passionnant. Moi, je trouve le lien entre la musique et l'expérience, psychédélique, c'est un sujet, enfin moi, qui me passionne vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment des choses ça peut vraiment orienter l'expérience. Nous, on a tendance à donner pour les personnes non expérimentées, effectivement, des musiques qui vont, alterner, en fait, avec, des phases un peu très puissantes et puis des phases plus calmes. Un petit peu en phase avec, l'expérience des Icaros dans l'ayahuasca où, en fait, Oui, quand on écoute un Icaro, souvent, il y a une partie très emphatique, très qui vise à finalement, essayer de remuer le matériel, inconscient, hein, c'est ce que je dirais spontanément. C'est pas comme ça qu'ils le décrivent, mais c'est ma vision des choses et puis, une fois que tout ça a été mis en mouvement, en fait, après des phases, de redescente, de calme, d'absorption, de nettoyage, avec des ancrages, en plus d'utiliser l'ancrage olfactif et cetera et puis après ça repart dans un autre Icaros, donc on est vraiment dans des montagnes russes finalement et qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de susciter des expériences. Et puis après, quand les gens sont plus expérimentés, aller, comme tu disais, vers des musiques qui sont plus, douces, plus calmes, peut-être plus de silence aussi, oui. parfois, pour voilà, être moins directif peut-être, moins essayer de moins générer les opportunités d'apparition de matériel et laisser plus les choses, voilà, se présenter par elles-mêmes. L'idée, c'est qu'on puisse se rapprocher petit à petit du cadre qu'ils vont trouver dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, voilà, sans musique et qu'ils puissent méditer et retrouver ces états, hein. Totalement, totalement. Ouais, moi, c'est ce que je dis aussi toujours, c'est que les états qui sont vécus, c'est des états qui sont dans les personnes. Ils sont en nous, en fait. Si on les atteint, ils existent, ils sont réels. Parce que souvent, les gens se disent: «Mais c'est pas réel, j'ai pris une substance». Oui. En fait, si, ils sont là, c'est juste qu'on a un moyen de les atteindre. Et après, c'est vrai, tout l'objectif, c'est d'arriver à essayer de retrouver ces états ou des états proches sans substance. Et peut-être avec la musique au départ, moi, j'invite souvent les gens à réécouter les playlists par derrière. Et quelquefois, des gens disent: «Mais en écoutant la playlist, j'ai revécu l'expérience, quasiment à 100%. C'est un ancrage fort, la C'est un musique. ancrage incroyable. Oui.
Et les odeurs, tu utilises les odeurs aussi comme ancrage? Oui, alors j'aime beaucoup travailler en fait, en stimulant différents canaux. Donc il y a la musique comme on a dit, alors que ce soit de la musique qui soit, diffusée par des enceintes ou alors de la musique qui est jouée en live. Les gens voient la différence. Combien la musique, alors ça peut être c'est des instruments très intuitifs, hein, qu'on peut jouer et voir ce que ça fait de se sentir, entouré Mmh. par cette musique. Il y a aussi les odeurs. Après je dis: «Il faut faire attention avec ces odeurs». C'est, donc comment dire? C'est ce qu'on dit aussi aux médecins qu'on forme, hein, depuis 2021, c'est qu'on peut travailler en stimulant sur plusieurs canaux, mais il faut être très prudent. C'est-à-dire que, mettre un petit peu d'encens, mais il faut que ce soit léger. Ça peut être en fin de séance. Ça peut être des odeurs, par exemple, par le biais d'huiles essentielles, mais il faut que ce soit vraiment très dilué et puis toujours, savoir aussi pourquoi on le fait, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre de la musique parce qu'on a envie d'en mettre à ce moment-là ou alors des odeurs. C'est vraiment pour aider le processus du patient. Par exemple, quand on le voit un petit peu plus agité, il y a certaines odeurs qu'on peut diffuser, ce qui fait que c'est une façon de lui dire: On est là», de façon analogique, hein, Mmh. sans forcément devoir le toucher. Parce que Mmh. ce qui est assez particulier avec la kétamine, c'est que quand on touche les patients ou quand ils bougent, c'est comme s'ils revenaient dans leur corps, hein, et que leur, voyage se mettait en mode pause, hein. Mmh. Donc là, c'est aussi une façon de communiquer avec lui de façon très, très douce, hein. Mmh. Bien sûr. Alors une question par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure sur, le fait de prendre des patients résidents en Suisse ou pas. Est-ce que, la thérapie qui accompagne nécessairement, en fait, ce type de séance, hein, tu as bien expliqué l'importance de la thérapie. Est-ce que c'est des séances que tu tiens absolument à faire en présence ou c'est des séances que tu peux faire à distance ou un mix des 2? Est-ce que ça a une importance ou pas? Alors dans mon cabinet et les patients qui ont été suivis et dont le témoignage est relaté dans le livre, c'est des patients que je suis, alors que je suis depuis plusieurs années et je suis présente, pour les séances du début jusqu'à la fin. Donc je délègue pas ces séances. Maintenant, au fil du temps, je me rends compte que s'il y a une bonne collaboration avec le thérapeute qui envoie le patient, il est possible effectivement de faire une combinaison. C'est-à-dire, de travailler avec le thérapeute qui envoie, de voir quelquefois le patient et puis de le renvoyer, au bout d'un certain temps à son thérapeute. Mais il faut qu'il y ait une bonne collaboration avec le réseau et le thérapeute qui l'envoie. D'accord, OK. Donc c'est possible a priori pour quelqu'un qui serait pas forcément, à Lausanne ou à proximité de venir, faire, des séances avec toi, dans la durée Oui, alors de si c'est cette avec la position? kétamine, on pourrait, envisager, mais c'est toujours une décision qui se prend au cas par cas, hein, en fonction de l'indication et du travail possible avec le thérapeute qui envoie et sa connaissance aussi de ses états, hein. Ça peut être assez effrayant, les patients qui relatent, les séances, qu'ils ont faites, avec diverses, substances, donc il faut aussi pouvoir, informer ce thérapeute-là. Donc oui, ce serait possible avec la kétamine. Comme je disais, pour les autres substances, il faut que ce soit des personnes domiciliées en Suisse, hein. Pour Ouais, l'instant, c'est pour comme ça. l'autorisation. Oui. Mmh, d'accord. Au niveau tu parlais aussi tout à l'heure des autres techniques d'état modifié de conscience que tu peux être amené à pratiquer ou à faire pratiquer. Toi, personnellement, en fait, quelles sont les autres techniques d'état modifié de conscience que tu aimes pratiquer, avec tes patients? Alors j'ai appris à travailler avec l'hypnose et l'auto-hypnose. C'est principalement avec, cette approche-là que je travaille. Tout ce qui est, technique respiratoire ou yoga, alors j'en ai fait à titre personnel, mais je préfère envoyer chez d'autres personnes et avoir, et construire tout un réseau thérapeutique autour du patient. Je dis souvent que avant de débuter une séance psychédélique ou une thérapie psychédélique, c'est bien de pouvoir, renforcer le réseau thérapeutique, existant ou alors, faire, entrer de nouveaux intervenants. Parce qu'il y a quand même, un moment où ça peut secouer, où ça peut être difficile, hein, quand la personne se connecte à d'anciens traumas. Il faut être là pour rattraper. Mmh, bien sûr. OK et après quid des techniques aussi après les séances, psychédéliques ou après les séances kétamine, justement d'hypnose? Est-ce que tu réutilises après coup, l'hypnose ou d'autres techniques d'état modifié de conscience? Donc pas simplement en préparation, mais au contraire justement en intégration? Oui, tout à fait. Donc c'est, quelque chose qui peut être utilisé aussi bien avant qu'après. Il y a aussi une autre façon intéressante de travailler, c'est d'avoir des patients, en fait, qui sont passés par ces états de conscience modifiés sans substance. Puis comme on l'a dit, hein, je débute par la kétamine, s'il y a les critères et puis après c'est possible qu'on passe à d'autres, substances comme la MDMA et c'est pas rare qu'on revienne, à la kétamine après avoir fait quelques séances de MDMA ou de psilocybine, hein. Des personnes qui ont pu travailler jusqu'à un certain point et puis qui ont envie de poursuivre avec, une substance à plus courte durée et avec des effets tout aussi puissants. Mmh.
D'accord, très bien. Alors, il y a un autre volet de ton activité qui est la formation. Tu as développé une formation à destination donc des médecins, Oui. heu, pour concernant la kétamine, voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? En quoi ça consiste? Quelles sont tes ambitions? Qui ça concerne? Oui, donc c'est une formation que je donne depuis, 2021. Il y a eu à peu près, 80-90, 80-90, médecins formés. La plupart sont psychiatres, psychiatres psychothérapeutes suisses. Il y a aussi quelques médecins internistes généralistes, il y a aussi une neurologue et je crois un anesthésiste. Ce qui est passionnant avec cette formation, c'est de voir des collègues, dont la plupart ont un certain âge, ils ont déjà trouvé leur posture thérapeutique. Ils ont déjà des patients qui suivent depuis des années et eux-mêmes, ils ont expérimenté différentes techniques, pour leur propre, guérison, on va dire, hein, pour leur propre thérapie et de voir ces collègues qui, découvrent la kétamine donc dans cette formation, je rappelle qu'ils prennent la kétamine, de façon légale et sur le mode de l'autoprescription. Et de voir ses collègues, prendre la kétamine sous supervision, médicale avec présence, d'un anesthésiste, hein, et de voir comment ils évoluent avec cette séance-là. Ce qu'ils arrivent à toucher du doigt, ce qu'ils arrivent à surmonter, c'est d'une grande satisfaction, c'est d'une grande, je suis émerveillée de voir à chaque fois ce qu'ils arrivent à toucher et ce qu'ils arrivent à surmonter. C'est-à-dire qu'on imagine, hein, ces 80 à 90 psychiatres qui ont déjà essayé toutes sortes de thérapies, qui connaissent, pour la plupart la méditation, les MDR, l'hypnose ou d'autres approches et qui essayent ce médicament sur eux et je les encourage à travailler sur une thématique, personnelle pour qu'ils puissent voir, hein, un effet, donc l'avant et l'après, et de les entendre parler de ce qu'ils ont vécu, c'est assez, étonnant. Et après avoir fait ce type d'expérience, ils peuvent voir où ce type de séance peut, les amener et où ils peuvent aussi emmener le patient. C'est quand même des champs qui sont assez particuliers et ils peuvent en parler, en toute, liberté avec, vraiment une connaissance, qui vient de l'intérieur après cette, expérience-là. Mais c'est vraiment l'expérience pratique, en fait. Alors est-ce qu'ils ont l'expérience donc en tant que sujet et Oui. en tant que praticien, enfin facilitateur? Ils ont les 2 côtés dans la Oui, tout formation? à fait. C'est-à-dire que, le 1 voyage, se fait avec tout le protocole, patient, hein, qu'on a évoqué. Ils sont encadrés par plusieurs médecins dont un anesthésiste. Je les encourage à faire la diète préparatoire, à aussi amener un objet symbolique et puis à se laisser guider, comme le feraient les patients en séance. Et par la suite, ils apprennent à encadrer et à être encadrés et à pouvoir être critiques par rapport à l'encadrement qu'ils ont reçu notamment, hein. Donc ils apprennent, dans cette formation qui compte 5 jours en présentiel et qui s'étend sur à peu près, 6 mois. Ils ont, une grande partie théorique et une grande partie, pratique qui leur permet d'être prêts au moment où ils veulent débuter, à leur cabinet. D'accord et alors ils ont sur ces 5 jours en présence, Oui. il y a combien de prises en tant que sujet? Alors 2 prises, 2 prises, oui, d'accord. tout à fait, Donc la première où ils sont tous patients tous patients. et la deuxième où j'imagine c'est alterné entre certains Oui. sont patients et certains sont Exactement, d'accord, il y a ça. Et puis après, il y a tous les aspects aussi bien sûr médico-légaux, éthiques, tout ce qui concerne le consentement, le toucher, donc qu'on va aussi enseigner. C'est une, formation qui concerne les psychédéliques en général, mais la pratique ne peut se faire de façon légale qu'avec la kétamine. d'accord et avec une autoprescription. Donc Tout ça à veut fait. dire que des médecins étrangers, par exemple, peuvent pas la faire? Ça peut être Ils que des médecins suisses ou des ils médecins étrangers peuvent le faire? Alors ils pourraient faire la partie théorique, Oui, mais là, ils devraient pouvoir s'autoprescrire la kétamine. Alors ça, c'est encore à voir avec la législation de leur pays et l'institution dans laquelle ils travaillent. d'accord. Oui, ça dépend de leur pays, en fait. Oui. OK, d'accord, très bien. Ah oui, très intéressant et donc ça, c'est une formation, continue? C'est-à-dire tu fais ça de façon, permanente, en fait? Ou il y a Oui. des promotions ou des cohortes, comme on dit, qui sont successives? Comment ça se passe? Alors il y a entre 2 et 3 volets par année, D'accord, c'est des groupes de maximum, 10 médecins parce qu'on a envie de garder, une certaine qualité d'échange et puis comme je le disais, c'est très intime, hein, ce qu'ils partagent et ce à quoi ils veulent accéder et c'est important pour nous qu'ils puissent se sentir en sécurité et pouvoir répliquer ce qu'ils ont appris. oui. Oui, parce que Mmh. l'objectif, c'est ça pour eux, en fait, c'est d'être capable de développer cette pratique, Oui. auprès de leurs patients. Mmh.
D'accord. Bah, écoute, oui, vraiment passionnant, passionnant. Merci beaucoup pour tout ça. Je pense qu'on alors est-ce qu'il y avait d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aimerais qu'on aborde ou je crois qu'on Non, a je crois que c'est bon. on a fait un bon petit tour. Alors est-ce que comment les personnes qui s'intéressent à ton travail, comment elles peuvent te suivre en fait, connaître mieux tes activités, voir tes interventions, peut-être dans des congrès? Je crois que tu interviens souvent dans des séminaires ou dans des formations. Comment ils peuvent te suivre concrètement? Alors par le biais du site internet, donc je mets aussi alors que ce soit sur les sites internet, ou alors, les réseaux sociaux, je diffuse des informations par rapport aux participations au congrès ou alors, la sortie des podcasts, hein, comme, le podcast qui va sortir ici. Donc voilà, par ces différents canaux, ça Mmh. va bien. D'accord. Oui, c'est LinkedIn, hein, j'ai vu que tu étais présente sur, LinkedIn, site. Instagram, il y a aussi D'accord. Facebook, et puis D'accord. le site internet, du cabinet aussi. OK. Donc ton site internet, Oui. bonne référence aussi pour les événements à venir, pareil, on peut aller voir un peu où tu vas intervenir, tu mets ça sur ton site internet. Oui, tout à D'accord, fait. très bien. Et puis toujours le livre, de toute façon, donc je rappelle, ce livre, Kétamine, Conscience Thérapie, qu'on peut trouver, il est sur Amazon, non, je pense? Alors, Non? on peut le commander directement chez l'éditrice Chez ou alors l'éditrice. sur différentes plateformes, D'accord. en librairie, donc il est envoyé directement au domicile, de toute personne intéressée et puis, effectivement, on va bientôt, je pense, le mettre sur Amazon. D'accord, très bien. En tout cas, pas compliqué, moi je me le suis Mmh. procuré très facilement. Il est vraiment extrêmement intéressant, très concret, ça je trouve qu'il tranche pas mal par rapport aux livres, qu'on a sur les psychédéliques souvent qui sont très théoriques Oui, et celui-là, il y a de la théorie, mais il y a aussi le côté, témoignage qui est vraiment très, très intéressant. Donc, oui, donc voilà, merci. je le recommande vivement. Eh ben écoute, merci beaucoup Catherine. Merci d'avoir accepté l'invitation, de t'être déplacée et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt. Merci.